Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 20 mars. Voici les titres dans ce journal de 22 heures. Le chef de l'État, Ismaël Marguili, a parrainé ce matin la 21e exposition et conférence intermodale Africa 2019 au Djibouti Palace Kempinski. Et au Palestine, l'exploitation par Israël des ressources naturelles dénoncée par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Marguili, s'est ouvert donc à parrainer donc la 21e exposition et conférence intermodale Africa 2019. Cette conférence de haut niveau a rassemblé plus de 30 conférenciers de classe mondiale dans les domaines du transport et de la logistique qui vont discuter des questions d'actualité et de défis concernant le commerce international, les investissements mondiaux et régionaux. Cet événement, qui est à sa 21e édition, a vu la participation de plus de 500 professionnels et notamment des dirigeants de ports, ingénieurs de ports, importateurs et exportateurs, patrons de compagnies maritimes, transitaires, entrepreneurs de logistique, sociétés de gestion de terminal, responsables de chemins de fer et fournisseurs d'équipements et des services portuaires en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. À son arrivée, le président de la République, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ont visité les stands d'exposition des différentes architectures portuaires, des transports maritimes et d'autres sont sous le lustre de la grande salle de conférence dit Nakhayel. Cette exposition est aussi une occasion aux exposants et sponsors de nouer des contacts directs avec les délégués face à face lors de cet événement annuel majeur du Salon du commerce et des conférences sur le transport maritime international pour l'Afrique. À la fin des discours, le chef de l'État, Ismaël Marguili, s'est vu donc attribuer un prix de remerciement en qualité d'invité d'honneur et digne de son rang. Rappelons que 2 jours pendant ces 30 conférenciers de renommée mondiale de différents domaines, du transport et de la logistique, traiteront des questions d'actualité et de défis concernant la conjoncture de l'économie mondiale et son influence sur le commerce, mais aussi des investissements sous forme de discussions de panel. Kalmada khali Afrika Korea Kornigan Afrika Sukentaye kulmisuka digai Kabuti kulmisuka digai Wa nagafawiyo Kalmada khali Afrika Korea Kornigan Afrika Sukentaye Kabuti kulmisuka digai Kawakena iyo kawahdo fiyaba Kiribanu nahai Kawakena iyo kawahdo fiyaba Kiribanu nahai Kartina abaha warale Karim kena shuk
shacbigaygo ku hambalyay shacbigaygo kollay lama waaraye qolya laba iyo kolkale kalsoonaan kugu qabnaaye xeekeediga taxee tatalidaatahe kollay lama waaraye qolya laba iyo kolkale kalsoonaan kugu qabnaaye xeekeediga taxee Place maintenant au discours. En premier, le directeur général de Transport Events. Dans son intervention, il a indiqué que l'intermédiaire de l'Afrique intermodale est d'abord un événement annuel. Écoutez. L'intermédiaire de l'Afrique intermodale est d'abord un événement annuel, comme l'a mentionné mon collègue. Il s'est déroulé pour la première fois à Mombasa en 2003. Depuis lors, cet événement annuel s'est déroulé dans 14 pays d'Afrique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que nous avons 270 délégués. Mais en regardant la taille du public d'aujourd'hui, je pense qu'il s'agit bien de plus de 300 personnes de 22 pays différents. La visite technique du site du port de Djibouti a été exceptionnelle. Franchement, le terminal pour le transport en vrac de votre incroyable terminal à conteneurs, le DMP et votre nouvelle connexion ferroviaire et bien sûr l'énorme zone de libre-échange international de Djibouti qui, selon moi, nécessitera tout un système de GPS. Pour sa part, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, s'est dit donc heureux d'accueillir les experts du monde entier pour discuter des tendances et des défis du transport et la logistique dans le monde. Je vous propose de suivre son discours. Nous accueillons aujourd'hui des experts du monde entier pour discuter des tendances et des défis du transport et de la logistique dans le monde. Djibouti est fier de vous accueillir tous. Nous nous réunissons à un moment important pour nos industries et le commerce mondial. Plus généralement, l'économie mondiale se trouve à un tournant décisif. Tous les étrangers entre les pays étaient habitués à se séparer du point de l'ordre du jour global. Mais l'ancien dirigeant a flotté. Les nouveaux avancements, le continent africain se développe rapidement. L'économie la plus dynamique au monde, selon la FMI, 6 des 10 économies à forte croissance se trouvent en Afrique. La population de l'Afrique devrait également atteindre le 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050.
L'Afrique est l'avenir de la croissance. Le continent est également situé au cœur des routes commerciales mondiales. Ceci fait le lien vital entre l'Amérique, l'Europe, l'Asie, malgré les mutations difficiles et les dynamiques mondiales en mutation. L'importance du commerce maritime pour la croissance mondiale reste constante. L'Afrique est au cœur de la croissance de la logistique et du commerce dans le monde. Nous sommes fiers de jouer un rôle essentiel dans la croissance de l'Afrique. Nous conduisons à nos capacités logistiques en Afrique et pour l'Afrique. Nous restons toujours sur l'une des deux routes maritimes les plus fréquentées au monde. 90% du commerce mondial s'est fait par voie maritime. Nous reconnaissons que cette position nous procure un avantage. Le président Guelleh a indiqué dans la première partie de son discours fait en anglais pour l'occasion que notre pays a réalisé des progrès significatifs et a beaucoup investi dans les infrastructures. Ce secteur, a-t-il précisé, est une priorité pour le développement de notre plateforme logistique multimodale. Voici la suite du discours traduit par Samantha Saïd. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ladies and gentlemen, distinguished guests, c'est un grand privilège pour moi aujourd'hui de partager cette occasion avec vous, de vous souhaiter la bienvenue à notre premier forum exposition économique intermodale pour l'Afrique à Djibouti, le plus grand du genre en Afrique, avec plus de 22 pays représentés ici aujourd'hui. Nous devrions donc saisir cette occasion pour discuter de ce que nous avons accompli, mais plus important encore, pour trouver le meilleur moyen de tirer parti des opportunités que notre continent offre aux investisseurs, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur du transport et de la logistique. Djibouti a réalisé des progrès significatifs. À cet égard, nous avons beaucoup investi dans les infrastructures et avons mis au rang de priorité le développement de notre plateforme logistique multimodale, ainsi que des secteurs clés tels que les sources d'énergie propres et abordables à une infrastructure éthique robuste pour que cette transition économique devienne une réalité. Nous avons également apporté d'importants changements à la politique pour rendre l'environnement de l'entreprise plus efficace et plus facile pour tous les investisseurs. En conséquence, au cours des 2 dernières années, seulement nous avons gagné 44 places sur l'indice de performance logistique de la Banque mondiale, 55e place sur l'indice Doing Business, et nous avons également été classés 4e pays le plus connecté de l'Afrique en matière de transport maritime, après le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Toutefois, nous sommes également ici aujourd'hui pour aborder les problèmes sous-jacents qui continuent de menacer notre croissance malgré les grandes réalisations de ces dernières années. À cet égard, les déficits d'infrastructures de notre continent est, à mon sens, le plus important obstacle à notre transformation économique. J'espère donc que de ces forums comme celui-ci pourront nous aider à trouver des solutions novatrices à ces problèmes. Dès le départ, le fait même que cette assemblée ait réuni un groupe d'investisseurs de parties prenantes aussi divers du monde entier montre tout le schéma parcouru et le regain de dynamisme en matière de croissance et d'infrastructure. Le président Guelleh a poursuivi son discours précisant que notre pays ambitionne de devenir un hub maritime international. Écoutons la suite. Distinguished guests, in Djibouti, our ambition and our vision has been à Djibouti, notre ambition et notre vision a été de devenir un hub maritime international, offrant à tous les services liés à la logistique et au transport, du déchargement au soûtage, à la réparation et au changement d'équipage. Conformément à ces stratégies, nous continuons de développer nos ports ainsi que le transport ferroviaire et routier, ainsi que le fret aérien. Le fret total transitant par Djibouti représente une valeur plus de 31 milliards de dollars américains en 2018. Notre prochaine étape consiste à tirer parti de notre plateforme logistique multimodale pour transformer les marchandises à l'intérieur de nos frontières et ajouter de la valeur avant de les exporter. Dans cet objectif, nous nous sommes fixés pour objectif de devenir une plaque tournante de la production à un point d'entrée important sur le reste du continent. Je suis donc très heureux que nos efforts aient été reconnus, ressentis dans toute notre région et voudrons inviter à tous les investisseurs et les entrepreneurs à se tourner vers Djibouti en tant que lieu d'affaires de la création de richesses.
J'aimerais aussi que vous profitiez de cette occasion pour approfondir vos recherches des solutions de financement innovantes et investir dans les infrastructures du continent, car je peux vous assurer que le rendement sera considérable. L'Afrique est le continent de la croissance et par conséquent, le rendement dépassant de loin les risques, en particulier en ce qui concerne les investissements dans les infrastructures lorsque nous concluons le bon accord avec les bons partenaires. Mesdames et messieurs, invités distingués, je suis très heureux que le paradigme du développement ait finalement changé et nous convenons maintenant que nous pouvons créer un cercle vertueux de croissance et de développement, que si nous créons des emplois et de la richesse grâce au commerce, à la production et aux investissements dans les infrastructures ainsi que dans les secteurs financiers inclusifs, alors seulement l'effet sera ressenti sur les secteurs sociaux. Je vous souhaite à tous un forum très fructueux et productif. Autre actualité de ce 22h, le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel un émissaire de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz. L'émissaire mauritanien a reçu M. Saïd Mohamed Walid, qui n'est autre que le ministre de la Culture et de l'Industrie de ce pays, était porteur d'un message écrit de son président. Djibouti et la Mauritanie entretiennent des relations au beau fixe. Les deux pays aiguisent régulièrement leurs liens d'amitié et de coopération au sein de leur appartenance commune à plusieurs structures et organisations dans la Ligue arabe et l'Union africaine. En matière de relations bilatérales aussi, les deux pays entretiennent des partenariats et échanges fructueux sur plusieurs dossiers d'intérêt commun. Le déplacement que le ministre mauritanien de la Culture et de l'Industrie effectue aujourd'hui à Djibouti participe d'ailleurs de cette volonté commune de deux pays à accentuer et renforcer leur niveau de contact, de concertation et d'échange. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à la rencontre entre le président de la République et le ministre mauritanien de la Culture et de l'Industrie. Effectivement, donc, le ministère mauritanien Saïd Mohamed Walid et ministre de la Culture et de l'Industrie s'est exprimé au micro de la presse en ce terme. Rencontrer le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Au cours de cette rencontre, je lui ai remis un message écrit de son frère, le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, concernant la coopération importante et historique entre les deux pays, ainsi que le lien culturel, le point commun et le défi du développement. À cet égard, ma présence à Djibouti est normale, d'une part, et d'autre part, pour renforcer les relations fraternelles entre les deux pays. Je pense qu'il existe de nombreuses perspectives de coopération entre Djibouti et la Mauritanie en raison de leur position géostratégique sur le continent africain et dans le monde. Enfin, j'ai saisi cette occasion pour remercier les autorités de Djibouti pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part donc à la rencontre entre le président Guelleh et l'émissaire mauritanien. Il nous fait le point de cet entretien. Les relations entre la République islamique de Mauritanie et la République de Djibouti sont des relations qui sont au beau fixe depuis des années déjà. Nous entretenons des relations de coopération, de partenariat dans le cadre de la Ligue arabe et ainsi que dans le cadre de l'Union africaine. Au niveau bilatéral également, nos consultations se poursuivent sur beaucoup de sujets d'intérêt commun. Aujourd'hui, le président de la République vient de recevoir un message écrit de son frère, le président Abdelaziz, et je crois que c'est une étape encore qui permet d'envisager encore davantage de nouvelles perspectives dans le cadre de ces relations. Voilà un peu globalement ce qu'on peut dire à ce stade-là. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette signature d'accord entre le directeur général de l'électricité et de Djibouti et donc une société de l'énergie basée donc à l'étranger. Eh bien, cette signature est intervenue en présence de plusieurs membres du gouvernement et du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. À la fin donc de l'entrevue, les deux hommes ont signé un accord concernant l'énergie.
Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu hier dans son bureau une forte délégation d'investisseurs américains conduite par le général à la retraite de l'armée de l'air américaine, le général Norty Schwartz. Eh bien, la rencontre entre le président du Parlement et ses autres membres du Business Executive for National Security, dirigeant d'entreprise pour la sécurité nationale. Après ses premiers mots de bienvenue, le président de l'Assemblée nationale a mis en exergue l'excellence des relations d'amitié et de coopération existantes entre les États-Unis d'Amérique et la République de Djibouti. Et il a insisté pour les investisseurs qui, face à un accompagnement au niveau de la formation professionnelle ou continue afin que les Djiboutiens puissent prendre la relève, ceci dans le but de contrer le chômage. Il a émis le souhait de voir les autorités américaines avec des hommes d'affaires sur les voies et moyens d'accroître les échanges. Sur ce, le président du Parlement djiboutien, Mohamed Ali Hamad, et ses autres ont terminé avec une photo de famille. Également dans l'actualité, sous l'égide du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, s'est ouvert la 7e réunion du Conseil africain des régulateurs ce matin au Djibouti Palace Kempinski. La réunion qui va durer pendant 2 jours a rassemblé les cadres du ministère de la Communication, mais aussi des ingénieurs et autres venus des pays membres de l'Alliance Smart Africa. L'objectif étant de faire le point sur la mise en œuvre du réseau africain unique initié par Smart Africa, qui est une alliance entre des gouvernements africains qui vise donc à assurer un accès abordable aux larges bandes et aux technologies de l'information et de la communication à travers les infrastructures de télécommunications africaines qui permettent donc de connecter l'Afrique. Et à la lumière des points inscrits au programme de la rencontre qui s'ouvre ce jour, j'ose croire que les présentes assises permettront à notre organisation de concrétiser son potentiel par la définition d'un programme clair pour la mise en œuvre effective du réseau africain unique. C'est un signal clair de votre engagement dans cet agenda de transformation vers une société de l'information et du savoir. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à vos gouvernements pour leur soutien constant, leur réactivité et leur engagement en faveur de l'initiative Smart Africa et du Conseil africain des régulateurs. Quant au ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, il a souligné que l'importance de cette 7e réunion et les questions à l'ordre du jour. Nous l'écoutons pour plus d'infos. Je vous adresse aussi et vous transmets les encouragements et le soutien du président de la République de Djibouti, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh. Nous sommes fiers de vous accueillir aujourd'hui à Djibouti pour prendre part à cette rencontre qui revêt une grande importance pour l'espace Smart Africa, car il s'agit d'attirer notre attention sur les problèmes, les priorités et les besoins de nos pays respectifs en matière de développement des TIC. L'importance que nous attachons à ces rencontres qui se tiennent une fois par trimestre est effectivement illustrée par le nombre important de participants des pays membres de l'Alliance Smart Africa. Mesdames et messieurs, la croissance des TIC en Afrique est phénoménale jour après jour, tout particulièrement dans le secteur mobile. En effet, en Afrique, près de 70% de la population est dotée d'un mobile, outil privilégié de communication, et devient le premier canal transactionnel dans le monde. Mais la cherté des communications depuis l'international freine nos échanges et le développement d'un marché commun pour l'espace Smart Africa. La facilité et la réduction des coûts d'appel à l'international sont des préoccupations majeures de nos concitoyens et cela a notamment conduit le secrétariat du Smart Africa à s'intéresser à la révision du cadre réglementaire
pour la mise en place d'un réseau africain unique. Autre conférence, cette fois-ci sur le lancement de la stratégie en matière de santé et sécurité au travail, présidée par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié. La rencontre organisée par la CNSS et l'Inspection générale des travailleurs et des lois sociales a réuni les acteurs économiques, les partenaires sociaux et les régulateurs du marché du travail afin de s'atteler sur les tenants et aboutissants de la santé et sécurité au travail. Objectif: réduire les nombres des accidents de travail et les malades professionnels qui montent en flèche ces dernières années. En effet, de par le monde, toutes les 15 secondes, un travailleur meurt d'un accident ou d'une maladie liée au travail. Cela fait donc 2,78 millions de décès chaque année selon l'Organisation internationale du travail. Et ces chiffres ont tendance à augmenter de plus en plus. En général, les raisons de cette recrudescence sont souvent imputées au non-respect des dispositions textuelles en matière de sécurité et santé au travail et d'un manque d'une politique de prévention. Conférence présidée par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration et qui a vu la participation du secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed, de la directrice générale de la CNSS, Dera Ahmed Roblé, du président de l'UGTD, Sidi Oniswabali, que je vous propose de suivre. À cette fin, la tenue de cette conférence de lancement de la stratégie nationale en matière de santé et sécurité au travail organisée par la Caisse nationale de sécurité sociale en collaboration avec l'inspecteur du travail, avec l'OIT, constitue la première du genre qui répond pleinement constant de notre pays à la recherche des solutions universelles, entendu comme contribuant à une véritable amélioration de la santé et la sécurité du travail. La santé est une priorité. La santé rime également avec le développement. Des travailleurs malades, c'est un manque à gagner pour nous autres employeurs. Des étudiants malades, c'est aussi important. Et la santé est une affaire de tous. Le représentant de l'OMS Djibouti et l'OIT ont tous deux donc précisé dans leurs différents propos les conséquences de ces accidents de travail et des maladies professionnelles qui sont préjudiciables sur le plan professionnel mais aussi financier, tant pour l'employé que pour le salarié. Écoutons-les. 50% des habitants de la planète qui sont des travailleurs. Les autres sont ou des enfants ou malheureusement ne sont pas encore à l'âge des travailleurs. Mais la santé des travailleurs, elle est déterminée en général par des facteurs de risque professionnels, certes, c'est ce que je vois qu'on est en train de discuter ici, mais aussi par des facteurs individuels et par l'accès aux services de santé, eux-mêmes liés à des facteurs sociaux et aux conditions d'emploi. À l'OMS, on préfère parler de la santé au travail que de parler de la santé du travail. Une symbiose parfaite qu'on souhaiterait avoir sous d'autres cieux et qui constitue pour Djibouti une garantie pour aller de l'avant dans la promotion du système de sécurité et santé au travail. Selon les estimations les plus récentes publiées par l'Organisation internationale du travail, 2,8 millions de travailleurs meurent chaque année par suite d'accidents et de maladies liées au travail. 86% de ces décès sont dus à des maladies liées au travail, alors que 13,7% résultent des accidents. Prenons la parole en dernier. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, a indiqué que la santé et la sécurité du travail participent de l'œuvre du développement économique et sont d'une haute priorité pour les partenaires sociaux. Écoutons le ministre. Je félicite les institutions qui ont contribué à la réussite de cette initiative. J'exprime ma gratitude aux experts qui ont bien voulu partager leur expérience avec nous. Mesdames et messieurs, la question de la santé et de la sécurité du travail participe à l'œuvre de développement économique et sont d'une priorité pour les partenaires sociaux. La vie dans le milieu du travail est ponctuée parfois de drames. Les travailleurs qui exercent un métier vivent sous la menace d'un accident ou d'une maladie professionnelle
est exposé à toutes sortes de risques. En effet, l'erreur de manipulation, le manque de vigilance, l'absence de protection sont les facteurs qui insécurisent le milieu du travail. La santé au travail est un droit. Les maladies, les actions de travail ont un coût pour la société, pour la sécurité sociale, mais également pour les familles de victimes. L'état actuel des choses nous montre qu'il faut nous mettre sur la prévention. Un grand effort de mise en place de la sécurité et de la santé au travail est nécessaire. Employeurs et travailleurs doivent agir ensemble pour sensibiliser et développer une culture de prévention en matière de sécurité au travail. Promouvoir les meilleures pratiques. Nous devons renforcer la prise de conscience collective pour implanter les normes sécuritaires, mais également pour se prémunir contre les risques d'accidents et des maladies professionnelles. Les employeurs sont appelés à intégrer les questions de sécurité dans la politique de gestion des ressources humaines et en faire une valeur pour changer la culture du travail. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, a reçu aujourd'hui dans son cabinet le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite auprès de la République de Djibouti, Ishaq Ben Ibrahim Al-Uleini. L'occasion pour le ministre de présenter à son interlocuteur les activités entreprises au cours ou projetées de son département pour répondre aux attentes de la population et ce dans le droit fil de la feuille de route tracée par le président Guélé, lequel accorde, a-t-il précisé à son interlocuteur, une grande importance à la décentralisation dans le cadre de son nouveau mandat à la tête du pays entamé en 2016. Le ministre a formulé auprès de son interlocuteur les souhaits de bénéficier de la coopération du Royaume frère de l'Arabie Saoudite. À son tour, le diplomate saoudien a remercié le ministre pour son accueil et la clarté de sa présentation. Également, je vous emmène cette fois donc en Égypte où les travaux du Forum arabe-africain de la jeunesse sont ouverts le samedi dernier en Égypte sous les auspices du président de la République Abdel Fattah al-Sisi. En présence d'une pléiade officielle de marques telles que le secrétaire général de l'UA, Moussa Faki, le président du CAF, Ahmad Ahmad, et trop nombreux ministre dans notre secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Ce forum d'Aswan faisait suite aux recommandations et de Sharm el-Sheikh du février 2018. Retour au pays où le colonel de la gendarmerie nationale, Zakaria Hassan Adan, a offert un dîner de gala hier soir à l'hôtel Kempinski à la délégation des 31 pays africains et des forces françaises et italiennes. Délégation qui vont prendre part à l'occasion de l'inauguration d'une école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire au PK23, cérémonie qui a eu lieu ce matin. En préparant ce dîner de gala, le colonel de la gendarmerie nationale, les directeurs de la sécurité nationale, Hassan Saïd Raivé, ainsi que le directeur généraux des commandants des forces françaises et italiens, des représentants de 15 pays de l'Afrique, en l'occurrence Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Conakry, le Mali, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Le dîner était agrémenté par des danses folkloriques arabes, somalies et afars, présentées par des artistes djiboutiens. À la fin du dîner de gala, le colonel de la gendarmerie nationale, Zakaria Hassan Adan, et le directeur de la sécurité nationale, Hassan Saïd Raivé, ont procédé à la remise des cadeaux donc à cette délégation venue en nombre. À cette même occasion, la délégation donc en fait part de leur satisfaction quant à une telle soirée.
بخيره بالعود بخيره بالعود والله بيحني والله بيحني والله بيحني والله بيحني صدق يوم حلوين والله بيحني. Peu après donc cette remise de cadeaux, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, s'est exprimé en ces termes. École de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire qui a ambition de devenir une référence en matière de formation en police judiciaire au profit de l'ensemble des professionnels de la sécurité intérieure de nos pays, surtout du continent africain. Demain, 20 mars 2019, sera inaugurée cette école avec vous, à nos côtés. C'est un événement important pour notre pays, mais aussi pour toute l'Afrique, mais également notre partenaire principal qui est la France. C'est un événement que je porte évidemment au cœur de mon quotidien depuis un peu plus de 2 ans. Nous profiterons de cette occasion pour clôturer le premier stage de perfectionnement qui a débuté il y a un peu plus de 6 semaines, à remettre aux participants leur diplôme de fin des stages. Donc, pour conclure, l'ensemble de la gendarmerie nationale, ses officiers, se joint à moi pour vous souhaiter, à vous tous, la bienvenue à Djibouti. Et surtout, vous remercie d'avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie d'inauguration en dépit de vos importantes obligations. Bon séjour à vous tous et bonne soirée. Et merci aussi, encore une fois. En bref et en image avec cet atelier organisé par le PNUD en collaboration avec le ministère de l'Environnement, organisé hier matin, cet atelier de sensibilisation du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, atelier qui s'est tenu à l'hôtel Acacia, où plusieurs cadres des différents ministères, des représentants des associations ainsi que les préfets des régions de l'intérieur ont pris part. À noter également la présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dina Abdallah Omar, la représentante résidente du PNUD à Djibouti, Fatima Eshkek, et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Janabou Maoundi, atelier qui avait pour objectif de trouver des solutions locales aux problèmes environnementaux. Des espèces endémiques, des ressources halieutiques diversifiées et très riches qui génèrent des ressources économiques importantes. Cependant, ces ressources marines et terrestres se trouvent fortement dégradées par des actions anthropiques, par les pollutions dues aux hydrocarbures et aux déchets solides, et enfin par le phénomène climatique extrême. Face à cette dégradation relative de l'environnement, la République de Djibouti a pris conscience des enjeux liés à la préservation environnementale, particulièrement la biodiversité et l'amélioration des moyens de subsistance des communautés les plus vulnérables. Cette prise de conscience se traduit par l'élaboration des instruments politiques, des stratégies, d'un important arsenal juridique et la mise en place de mécanismes financiers qui constituent un outil efficace de préservation, de surveillance et de suivi de ces écosystèmes et qui devront contribuer à la conservation de ces écosystèmes, des espèces endémiques et de leur habitat. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous disais en titre, l'exploitation par Israël des ressources naturelles dans les territoires palestiniens occupés pour son propre usage est en violation directe de ses responsabilités juridiques en tant que puissance occupante. C'est ce qu'a déclaré un expert indépendant de l'ONU. Le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Michael Link, a dénoncé devant le Conseil des droits de l'homme le fait que deux villages palestiniens dans la région d'Hébron aient vu leur conduite d'eau détruite par la sécurité civile israélienne en violation du droit international. Voilà pour l'essentiel donc de ce 22h. Merci de votre fidélité à rester avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.